Vous l'attendiez tous avec impatience et la voici, la deuxième partie des boss les plus durs de chaque jeu de la série The Legend of Zelda. Encore merci pour tous vos retours, ça fait vraiment super plaisir. Ne perdons pas plus de temps et enchaînons directement avec Moldorm. La particularité de ce boss dans A Link to the Past est qu'il est le boss d'un donjon pénible, la Tour des Rats, le 3e donjon du jeu. Tu dois tomber dans des trous pour descendre d'étage en étage, puis remonter, accéder à des zones pas atteignables sans tomber dans des trous spécifiques, un calvaire. Tout le donjon est basé sur cette mécanique de jeu, dont le boss, oui, vous le voyez venir. Tu es sur une assez petite plateforme avec un trou en son centre. Si tu tombes, tu descends d'un étage, et donc tu dois te retaper tout le chemin pour revenir jusqu'au boss. Et bien sûr, tes stats se réinitialisent. Tu dois le recommencer. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et attention au trou du milieu, car c'est pas d'un étage qu'on descend, mais de 2. Le temple qui joue aussi sur les étages est la tour du jugement de Zelda Twilight Princess. Mon Zelda préféré. C'est le premier Zelda auquel j'ai joué, sans compter Link's Crossbow pour m'entraîner, alors vous imaginez bien que je le porte énormément dans mon cœur. Ce temple n'est pas mon préféré, mais son boss. Je suis trop contente de l'affronter à chaque fois. Umbaba, antique terreur ressuscité. On arrive dans la salle du boss. Aucun combat ne se déclenche, pas de musique, et il n'y a même pas de grille tombant sur la porte pour nous empêcher de sortir. Il y a un escalier en face de nous. Alors on se doute que l'on doit le descendre. Et nous voilà en face d'un géant squelette de dragon. On s'approche et... Purée, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne veut pas nous laisser tranquille un peu? Il a failli tuer notre bébé, ultime icône de ce jeu, Midona. Alors, on a vraiment la haine contre ce personnage, Santo. Il nous parle, mais on n'a qu'une envie, c'est d'en découdre avec lui. Il s'en va après avoir planté une épée dans le crâne de ce monstre. Et c'est là que les ennuis commencent. L'entité se réveille. Ni une ni deux, on montre sur notre aéroage l'item du donjon. Et on tourne autour de lui. Grâce à la caméra, on comprend alors qu'il va falloir lui casser la colonne vertébrale en s'éjectant du circuit pour le vaincre. La première fois, tout se passe bien. Puis, il invoque des ennemis squelettes, des Staltroupes, qui ne bougent pas mais qui sont là pour le protéger de leur corps. Sans compter que le boss nous crache du feu et que sur le circuit, il n'y a pas que nous. Il y a aussi des rouages à pic, une galère. En plus, l'aérouage est presque immaniable et si tu n'as plus de vitesse, bonne chance pour remonter. Après 3 fois, le boss est vaincu. Il tombe dans le sable, nous laissant devant son crâne. Et... ça. On imagine que c'est un emplacement pour le rouage. Alors, on se place et on le fait tourner pour actionner un mécanisme qui fait s'élever la tour. On pense que l'on va pouvoir sortir pour aller au sommet de la tour et récupérer le miroir des ombres. Mais non, son crâne se réveille à nouveau. On est au bord du précipice quand tout à coup, il nous fait tomber de la tour que l'on vient d'élever. Non mais il se prend pour qui? On remarque alors des circuits sur tout le long de la tour et des parois. Donc on prend notre aérouage et on tourne encore. Et là, la caméra se place et on sait ce qui nous attend. La deuxième phase du boss. Il commence à nous envoyer des boules de feu. On les évite alors en sautant de l'autre côté et pareil pour d'autres rouages à pic qui sont encore là. Puis lorsqu'il se place à proximité de nous, on se jette sur lui, toujours équipé de notre aérouage et l'on secoue la Wiimote. On le tabasse. En fait, on essaye de lui enlever l'épée de sa tête. 25 coups sont nécessaires pour l'achever. Mais je voudrais vous parler d'un deuxième boss dur. C'est le boss qui m'en a fait le plus baver sur ce jeu-là. Pyrodactylus, stérosaure pyrogène du crépuscule. Je l'ai fini du first try, certes, mais j'y ai passé plus de temps et essayé plusieurs fois les mêmes trucs pour bien avoir les techniques et comprendre ses mécaniques. Et pourtant, c'est simple. On a 4 grands piliers avec des grillages aux extrémités de la plateforme que l'on doit monter à l'aide du double grappin. Puis, lorsque le boss vole à notre hauteur, on accroche notre grappin au bout de sa queue et on équipe nos bottes de plomb pour le faire s'écraser au sol en détruisant une partie de son armure. On répète cela une deuxième fois, ça l'énervera tellement qu'il détruira le reste de son armure tout seul, exposant alors son point faible situé dans son dos. Puis, on entame la phase 2. Il s'envole haut dans le ciel, réveillant alors les nuages qui déferlent de la pluie. Ils font pousser des péhats, des plantes volantes. Link va pouvoir alors s'accrocher à elle pour tenter de venir à bout de cette créature. Il monte, s'y accroche et pour éviter les flammes qu'il nous crache au visage, il se déplace de plante en plante. Pour moi, c'est ça qui était difficile. Je joue sur Wii, alors les contrôles ne sont pas toujours très évidents, surtout quand tu passes de la Switch à ça. Je dis pas que c'est nul, non, c'est la console et le jeu de mon enfance, celui qui m'a construit, et ce boss est resté gravé dans ma mémoire. Une fois que l'on a échappé à ces flammes, on s'accroche sur son dos grâce au grappin et on le frappe de notre Master Sword en plein vol. C'est juste magique. Le pire, c'est que la troisième fois, il essaie de nous feinter en changeant
changeant de sens. Ça aussi, ça fait rager. Surtout que tu dois tout remonter avec un vent ascendant et un dragon qui essaye toujours de te tuer accessoirement. Il y en a bien un autre qui est assez dur, mais je ne vais pas parler de 3 boss sur un seul jeu, alors que je ne le fais pas pour les autres. J'ai déjà fait une exception ici pour ne parler que de 2, alors je vais m'arrêter là. Après, je ne dis pas que pour une autre vidéo de ce genre, je n'en parle pas. Ça serait avec grand plaisir même. Dites-le moi en commentaire, et en passant, cliquez sur le petit bouton s'abonner et activez la cloche. Ça fait toujours plaisir. Pour Zelda 1, on se tournera vers le Gleeok 1 et 2. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Oui, c'est les mêmes boss que l'on revoit dans fameux Tears of the Kingdom. Ils ont bien évolué entre leur première et dernière apparition, mais sont toujours aussi redoutables. Le premier Gleeok de Zelda 1 est un dragon à 2 têtes, et le deuxième à 4 têtes. Elle crache toutes des boules de feu, et quand une tête meurt, elle devient rouge et se détache de son corps pour venir vous hanter. Non, c'est juste une tête chercheuse qui continue de vous cracher des boules de feu. Mais bon, c'est dur à tuer quand même. Par ailleurs, c'est aussi le boss le plus dur de Phantom Hourglass, le roi Gleeok. 6e boss du jeu, affrontable dans le temple de glace. Il a 2 têtes, une bleue et une rouge. Elles font référence aux éléments, le feu et la glace. Il lance toutes les deux des boules de leur élément. Puisque ces 2 éléments sont opposés, les boules de feu que l'on nous envoie doivent être renvoyées à la tête de glace. Et inversement, grâce au grappin à griffes et aux 4 poteaux en face de nous. Pour ce faire, on doit tirer une corde entre 2 poteaux. Mais attention à bien choisir les poteaux sur lesquels tendre cette corde, car en façon de comment elle est tendue, elle renverra la boule de glace ou de feu à des endroits différents. Et bien sûr, la corde se casse à chaque attaque. Ça, c'est la première étape. La deuxième intervient quand il crie. Il faut vite se dépêcher à tendre une corde et se mettre en équilibre sur un poteau avant que l'eau nous pousse et que les rochers qui tombent ne nous atteignent et ne nous fassent des dégâts. Il faut répéter ces étapes jusqu'à ce que leur casque se brise. Après ça, on entame la phase 2. Vous n'avez plus que 2 poteaux sur les 4 et le reste du combat consiste à attraper leur langue, toujours avec le grappin de griffe, et l'attacher à un poteau avant qu'il ne lance une boule de feu ou de glace. Et frappez-le jusqu'à ce qu'il se relève. Attention tout de même à ne pas vous accrocher à sa langue et à esquiver ses attaques. Tout ça est rythmé avec en plus l'étape 2, avec de nombreux rochers plus gros. Vous faites ça 2 ou 3 fois et le boss est enfin vaincu, vous laissant 2 minutes en plus dans votre sablier pour continuer votre quête dans le temple du roi des mers. D'ailleurs, en parlant de mer, allons voir ce qui se cache dans le ventre de Jabu Jabu, Barinade, anémone bioélectrique. Vous affrontez ce boss en étant enfant dans Zelda Ocarina of Time. C'est clairement un parasite créé par Ganondorf venant ronger les entrailles de Jabu Jabu. Tout ça car il n'a pas eu son saphir Zora. Pour le vaincre, il faudra tout le temps être en mouvement. 9 baris la protègent, des méduses électriques qui n'hésiteront pas à vous envoyer des décharges et vous empêcher d'attaquer votre cible. Cible qui a des réseaux de nerfs que l'on doit défaire à l'aide du boomerang. Elle en a 3 accrochés au plafond et 3 autres lui servant de parabole pour nous lancer des éclairs. Une fois décrochée, elle se mettra à tournoyer et son corps se recouvrira de pieux. Il faudra alors trouver une brèche grâce au boomerang et tuer toutes les baris pour avoir la voie libre. Barinade, immobilisée, Link devra bourriner avec son épée jusqu'à ce qu'elle meure, tout en faisant attention aux éclairs qu'elle lance quand elle se met dans le sol pour éviter vos attaques. Pas bête la bestiole, mais rien n'est trop grand pour Link, même pas le guide Miskiosa. Ce type-là, tout gringalé, qu'on voit à la fin du sanctuaire, tu ne te serais pas trompé. Vous comprendrez bien assez vite. Du côté de Zelda Breath of the Wild, on a donc parlé de l'ombre de foudre de Ganon. Mais c'est pas du assez bon level. On va donc se tourner du côté du second DLC. Les premiers DLC sur cette saga quand même, et sans doute pas les derniers. Bref, Miskiosa est le boss final de la quête de l'eau d'eau prodige. Il a 3 phases. La première consiste à attaquer Link de front, avec des techniques Yiga. Il utilise la même accélération que l'ombre de foudre de Ganon. Décidément, il faut donc esquiver ou se protéger avec le bouclier de Daruk pour lui faire des dégâts. Une fois le quart de ses points de vie perdus, il crée des doubles de lui-même. C'est pas très compliqué. En une attaque, ses clones disparaissent tandis que le vrai perd de la vie. Mais ils ont cependant des attaques combinées, comme se mettre en file indienne et attaquer un à un Link, ou aussi se mettre en cercle autour de lui pour l'attaquer en une fois. On peut donc utiliser la rage d'Urbosa pour tous les décimer, ou alors utiliser Cinétis pour bloquer le vrai boss et l'attaquer. Dans sa 3e phase, quand il ne lui reste plus que la moitié de sa vie, il pète un câble, littéralement. Le mec a grandi sa taille jusqu'à devenir géant et te marche dessus. Et comme si ça ne suffisait pas, il l'évite pour éviter tes attaques. De plus, il peut envoyer des boules d'acier similaires à celles du Grand Koga, ou des mini-clones de lui-même, mais aussi faire bouger l'arène grâce au poids de son nouveau corps et tirer un laser comme les gardiens avec son œil. C'est quoi ce monstre? C'est vraiment le même que l'on voit se désintégrer à la fin des sanctuaires? Mais bon, on ne se laisse pas abattre. On prend notre arc, notre arme et notre bouclier et on s'empresse de préparer Polaris et Cinétis et ne pas hésiter à lui dégainer nos flèches dans son œil et à le frapper sans relâche une fois à terre.
je ne parlerai pas du boss le plus dur de Zelda Tears of the Kingdom, pour vous éviter le spoil et pour moi aussi m'éviter le spoil. Je vous mets quand même son nom en description et le lien du fandom pour les plus curieux d'entre vous. Maître Trotmar, Zelda Spirit Tracks. On le rencontre à la 4e visite de la Tour des Dieux, juste avant d'atteindre son sommet, au 22e étage. Attendez, je le répète, 22e étage. Ils ont fumé quoi les développeurs ? C'est un donjon ressemblant au temple des mers de Fantôme en glace. On doit y revenir plusieurs fois avec différents items pour pouvoir continuer d'avancer. Maître Trotmar est un des sbires de Malar, boss final du jeu. Il l'aide à le réincarner en échange de sa force, chose que Malar refusera en le frappant de sa magie. En vérité, ça me fait un peu de peine, même s'il n'a pas hésité une seule seconde à nous faire la peau, à Zelda et à Link. Oui, vous avez bien entendu, Zelda va nous aider à le vaincre. Dans ce jeu, Zelda est un fantôme qui tente de retrouver son corps avec l'aide de Link. Et pour ce boss, elle prend possession d'un spectre. Les mécaniques de jeu sur DS sont très intéressantes. On joue avec les deux écrans. Les boss sont bien sûr adaptés et sont donc plus durs. Maître Trotmar a dû être équilibriste dans une autre vie, car il se place sur les piliers du ring et saute de pilier en pilier, en nous tirant dessus, évidemment. Heureusement, on peut compter sur Zelda pour nous protéger, étant donné qu'elle est invulnérable à ses attaques. Trotmar, étant équipé d'un bras mécanique, s'en sert comme grimpin. C'est lorsque son grimpin est au sol qu'il faut envoyer Zelda l'attraper pour le tirer de toute sa force. Trotmar tombe alors de son pilier et Link peut le frapper à coups d'épée. On recommence encore et encore cette étape avec différentes variantes d'attaque. Pour sa deuxième phase, il décide de venir se battre en face à face. Link doit le frapper jusqu'à ce qu'il prépare une attaque chargée. On doit alors mener Zelda vers lui pour qu'un combat au corps à corps se déclenche. Zelda s'interpose laissant une brèche à Link qui se glisse derrière lui pour le rouer de coups. Affaibli, il marmonne un discours pour les distraire. Et ça marche! Oui, mais regarde, c'est si mignon. Ouais, j'en connais un autre dans ce genre-là, Bilboe. C'est le 4e et 5e boss de Zelda Four Swords Adventure. On va donc s'intéresser à sa deuxième apparition. Bilboe souffle pour éteindre toutes les lanternes, et nous devons donc les rallumer avec nos 4 Link. Les lanternes sont positionnées aux 4 extrémités de la salle, et le boss essaiera de nous attraper pour nous jeter sur les pièges à pointe. Il faut éviter qu'il ne nous voie dans la lumière de sa lanterne. Pour ce faire, on peut switcher de Link ou faire des roulades pour aller plus vite. Quand les 4 lumières sont allumées, il paniquera. Il faudra alors le frapper pour qu'il s'énerve et qu'il nous aspire. Il est un peu bête car il nous amène directement vers son point faible, son corps originel, qui sautillera et nous jettera des boules de feu. Et tapez-le. Cette fois-ci, des petits fantômes viendront vous embêter. Tuez-les ou esquivez-les pour allumer les lanternes. Faites cela une dernière fois et il sera vaincu. Lady Satine. C'est le boss final de Zelda Triforce Heroes, une femme qui a piégé la princesse Mousseline en lui offrant une tenue dépourvue de style, impossible à enlever. Elle a 4 phases. Pendant la première, elle se réfugie dans un cercle de magie et au-dessus d'une plateforme. À l'aide de vos 2 amis, car oui, ce jeu peut se jouer en multi, vous devez faire un totem et y jeter vos amis pour passer au-dessus du cercle de magie et sur la plateforme pour pouvoir frapper Lady Satine par derrière lorsqu'elle vous attaque, car c'est à ce moment-là qu'elle ne peut pas se protéger avec son parapluie. Faites ça autant de fois qu'il le faut pour qu'elle s'énerve et prenne pour cible un Link. Frappez-la dans son dos pour commencer la seconde phase, qui consiste à jouer au ping-pong avec des boules de couleur. Chaque Link doit renvoyer la boule d'énergie de la couleur de sa tunique. Si vous ne parvenez pas à la renvoyer, le Link de cette couleur se fera électriser. Pour la 3e phase, elle change de tenue. Elle adopte une longue robe qui la fait se surélever. Elle fait apparaître des parapluies de couleur tout autour d'elle. Pour pouvoir l'atteindre, il faut faire un totem de sorte que le Link au centre atterrisse sur un parapluie de sa couleur et que celui au-dessus frappe Lady Satine. Elle lance aussi ses parapluies comme des épées et la foudre tombe dessus, électrisant les Link dans leurs rayons. La 4e phase, la dernière, elle se met encore plus haut et vous devez faire encore un totem à 3. Le premier, celui en bas, doit sauter sur un parapluie ouvert de sa couleur et attendre qu'elle les rappelle pour que celui en haut la frappe. La voilà vaincue. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, la vidéo n'est pas finie. Il y a encore d'autres monstres à analyser. Bjorg, Zelda Majora's Mask. Ce boss est très dur car on y arrive avec peu de cœur et qu'il fait mal. On a seulement 6 cœurs et il nous enlève 2 à chaque coup. Si on n'a pas de potion de fée, ça va être compliqué. Déjà, le boss est stressant. On est sur une plateforme au centre d'un grand bassin où il peut s'y mouvoir tranquillement. Le problème, c'est que l'on n'a aucune visibilité. Il y a bien les bulles remontant à la surface, mais ce n'est pas assez. Elles sont infimes, on ne les voit pas forcément. Il faut bien faire attention à tout. Se mettre au bord, bien regarder l'eau pour le trouver et lui asséner une flèche en pleine tête. Ou un pot, enfin quelque chose pour l'immobiliser. Et ne visez pas son corps, car il est recouvert d'une armure. Du moins dans la première version de Majora's Mask, celle sortie sur N64 en 2000. Car dans la version Nintendo 3DS, il ressemble à ça.
Pourquoi a-t-il un œil dans sa gueule? Pour cette deuxième phase, il nous crache des piranhas. Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça. Dans la version 3DS, une attaque a même été rajoutée. Il peut nous aspirer. C'est assez bizarre que d'une version à une autre, le boss change autant. Il est toujours aussi dur, mais il n'a pas vraiment les mêmes mécaniques. Déjà, il est beaucoup plus en surface, et lorsqu'il reçoit un coup, il saute comme un dauphin. Sauf que ce n'est pas une flèche que l'on doit tirer, mais bien 5 ou 10. Et c'est pas fini. Faut en avoir des flèches, car après, il faut tirer des flèches sur son œil, qui a grossi et qui n'est plus dans sa gueule. Pardon? On doit s'équiper du masque Zora et l'attaquer en fonçant en tourbillon sur lui. Une attaque barrière. Il faut faire attention aussi à ses attaques. Il peut sauter hors de l'eau pour essayer de nous mordre et percuter la plateforme pour nous faire tomber. Pire, si Link se trouve dans l'eau, il n'hésitera pas une seule seconde à vous foncer dessus et vous avaler. D'ailleurs, un autre boss de ce genre complètement pété, Da'Iloma, gardien aux 1000 bras. Ni plus ni moins que le boss le plus galère de Zelda Skyward Sword. Boss à 2 phases, c'est le plus intelligent. Contrairement à beaucoup, c'est l'un des seuls à protéger son point faible. Avec ses autres bras, il vous attaquera si vous êtes trop près, essayant de vous écraser. Muni de votre fouet, attrapez son articulation pour le détruire. Faites ceci jusqu'à ce que son point faible soit exposé. Il ne lui restera plus que 2 de ses bras, armés de disques tranchants, qu'il faudra esquiver pour atteindre son cœur. Vous aurez besoin de faire ça 2 ou 3 fois pour passer à la phase suivante. Phase où il pète un câble. Il se lève, enferme son point faible d'une grille et sort de nulle part 6 sabres pour ses 6 bras. Tellement fort qu'il casse tout sur son passage. Le principe est le même. Équipez votre fouet pour le priver de ses membres et servez-vous d'une de ses armes pour l'attaquer. Faites-vous un malin plaisir de lui briser les jambes et sa cage pour frapper de plein fouet son point faible. Répétez cette étape tout en évitant les monstres, les zombogoblins, qu'il invoque pour vous déstabiliser et occuper pendant qu'il tente de vous atteindre. Infligez-lui 7 coups pour le tuer. Le roi Gémésor, Zelda Link Between Worlds. Son nom fait référence aux gemmes qui sont incrustées sur son corps. À chaque coup, il en déversera sur l'arène. Il est équipé d'une armure et d'un casque qu'il faudra exploser avec les bombes. Restez tout le temps en mouvement, car même s'il reste par moments immobile pour tourner sa queue, c'est pour mieux vous charger ou vous tirer des cristaux. Tous ces cristaux tombés, et donc son armure détruite, frappez son point faible situé sur son crâne. Toutes les lumières s'éteignent, des yeux luisants s'illuminent dans la pénombre, il devient alors ultra rapide. Dépêchez-vous donc de rallumer les lanternes avant de perdre tous vos cœurs. Quand vous y voyez quelque chose, esquivez ses morsures, ses cristaux et démontez-le. Les boss que je viens de citer sont les plus durs, certes, mais aussi ceux dont on se rappelle le mieux, et parfois même nos préférés. Ceux qu'on qualifierait de meilleurs boss, car on en a passé des heures à les charbonner. Et c'est plutôt logique, ce sont souvent ceux qui ont les meilleures mécaniques de combat et les meilleures stratégies. Alors oui, un bon boss n'est pas forcément un boss super difficile, mais c'est ceux qui sont les plus originaux, et c'est souvent les plus difficiles qui ont les formes les plus recherchées.